Quelque part dans votre garage en ce moment, il y a probablement un sac d'amendement de sol que vous avez acheté pour 80 $, que vous avez déchiré avec espoir, répandu sur vos plates-bandes, et 3 semaines plus tard, votre sol se fissure toujours comme du vieux béton. Il repousse toujours l'eau. Il étouffe toujours chaque racine qui ose pousser à plus de 5 centimètres de profondeur. Vous avez fait tout ce que l'étiquette vous disait. Vous avez suivi les instructions. Et rien n'a changé. Maintenant, imaginez ceci. Un agriculteur de la région du Sahel, en Afrique de l'Ouest, l'une des étendues de terre les plus rudes, les plus sèches et les plus impitoyables sur Terre, se rend dans son champ, avec pour seul équipement un pieu en bois taillé et une botte de paille sèche qu'il a ramassée gratuitement. Aucun amendement, aucune machine, aucun sac de quoi que ce soit à 80 $. Il s'agenouille, enfonce ce pieu dans le sol argileux craquelé, le retire, enfonce une poignée de paille dans le trou et passe à l'endroit suivant. Il fait cela sur toute sa parcelle en un seul après-midi. Et 60 jours plus tard, son sol est meuble, sombre et vivant. Tandis que son voisin, qui n'a rien fait, regarde toujours un champ qui ressemble à la surface de Mars. Cette image devrait vous mettre en colère. Pas contre l'agriculteur, mais contre le fait que personne ne vous a dit que c'était possible. Car cette technique n'est pas du folklore, ce n'est pas une supposition. La science moderne des sols s'est penchée sur la question et a étudié exactement ce que ce pieu en bois et cette poignée de paille font sous terre. Et les résultats sont le genre de choses qu'une industrie de 170 milliards de dollars préférerait de loin que vous ne lisiez jamais. Ce chiffre n'est pas un hasard. 170 milliards de dollars. C'est la taille actuelle du marché mondial de la mécanisation agricole, des machines et des produits pour le sol vendus chaque année à des personnes à qui l'on a dit que réparer une terre abîmée nécessite de l'équipement, de l'expertise et une carte de crédit. Et quelque part, au sein de cet écosystème de 170 milliards de dollars, la connaissance de ce qu'une botte de paille à 3 $ peut accomplir a été discrètement, systématiquement et commodément écartée de la conversation. Vous n'êtes pas mauvais en jardinage. Vous ne travaillez pas avec un sol impossible. Vous avez simplement navigué dans un système qui tire profit de votre dépendance. Et aujourd'hui, cela change. L'histoire des cheminées de paille verticale ne commence pas dans un laboratoire. Elle ne commence pas par une subvention universitaire ou un article évalué par des pairs. Elle commence dans le désespoir, le genre de désespoir qui ne survient que lorsque la terre sous vos pieds refuse de nourrir vos enfants. À travers les anciennes communautés agricoles du Moyen-Orient et de la ceinture sahélienne, s'étendant du Sénégal au Soudan, le sol argileux n'était pas un problème à résoudre avec de l'argent. C'était simplement la réalité de l'existence. C'étaient des civilisations qui n'avaient d'autre choix que de comprendre la Terre à un niveau que les jardiniers modernes, entourés de produits et de solutions, n'ont jamais eu besoin de développer. Alors, ils ont observé. Ils ont observé ce qui arrivait au sol après le passage des colonies de termites. Ils ont remarqué que la terre, près des anciens systèmes racinaires, là où les arbres étaient morts et où leurs racines avaient pourri, restait plus meuble, absorbait la pluie plus rapidement et produisait des cultures plus vigoureuses longtemps après la disparition de l'arbre lui-même. Ils ne lisaient pas de manuel, ils lisaient la terre. Il y a entre 3000 et 4000 ans, des agriculteurs de ce qui est aujourd'hui l'Iran et l'Irak ont commencé à imiter délibérément ce modèle. Ils utilisaient des pieux en bois dur pour creuser des canaux verticaux dans les champs d'argile compactés avant la saison des pluies, puis remplissaient ces canaux de matière organique, de l'herbe sèche, de la paille, voire des roseaux en botte, pour que les trous ne s'effondrent pas simplement sur eux-mêmes. La logique était simple et brillante. Si la nature ameublit le sol de l'intérieur
grâce aux racines et aux créatures fouisseuses, alors les humains pouvaient accélérer ce processus manuellement. Ils ne combattaient pas le sol. Ils lui offraient une porte d'entrée. Cette pratique s'est déplacée le long des routes commerciales. Des variantes sont apparues en Afrique du Nord, dans certaines parties du sous-continent indien, dans les champs en terrasse de l'Amérique du Sud précolombienne, où les agriculteurs enfonçaient des pieux en palmier, chontas dans l'argile dure avant la saison des plantations. Elle n'a jamais été consignée dans un texte définitif unique. Elle vivait entre les mains des agriculteurs, transmise de parents à enfants, intégrée dans les rituels saisonniers, plutôt que dans une instruction formelle. C'est précisément pourquoi il a été si facile de l'effacer. En 1943, la Fondation Rockefeller a lancé ce qui allait devenir la Révolution verte. Un effort coordonné et bien financé pour moderniser l'agriculture mondiale grâce à des semences hybrides, des engrais synthétiques et un travail mécanisé du sol. Dans les années 1960 et 1970, le message qui parvenait aux agriculteurs du monde en développement était cohérent et fort. Les anciennes méthodes sont inefficaces. Le tracteur, c'est le progrès. Le motoculteur résoudra vos problèmes de sol plus rapidement que n'importe quelle technique utilisée par votre grand-père. Les programmes agricoles internationaux ont injecté des fonds dans les infrastructures de mécanisation. Des agents de vulgarisation sont arrivés dans les villages avec des brochures promouvant les équipements motorisés et les amendements chimiques pour le sol. Et aux agriculteurs qui tassaient de la paille dans des trous d'argile depuis 3000 ans, on a dit, poliment mais fermement, qu'ils s'y prenaient mal. En l'espace d'une seule génération, ce savoir s'est effondré. Non pas parce qu'il a cessé de fonctionner, mais parce que les institutions qui contrôlaient l'enseignement agricole n'avaient aucun mécanisme et aucune incitation à le préserver. Une technique qui nécessite un pieu en bois et de la matière organique gratuite ne génère pas de droit de licence. Elle ne fait pas vendre de produits. Elle n'apparaît pas dans un catalogue de vente. Et c'est ainsi qu'elle a disparu, non pas dans le passé, mais dans le silence entre ce qu'il est rentable d'enseigner et ce qui est vrai. Ce qui a été perdu dans ce silence commence seulement maintenant à être retrouvé. Et ce que les chercheurs ont découvert lorsqu'ils ont commencé à chercher est plus intéressant que quiconque ne l'aurait imaginé. Pour comprendre pourquoi les cheminées de paille verticale fonctionnent, vous devez d'abord comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur d'un sol argileux compacté, car on a raconté à la plupart des jardiniers la mauvaise histoire sur les raisons pour lesquelles leur terre les trahit. L'explication courante est mécanique. Le sol argileux, dit-on, possède de minuscules particules qui se tassent trop étroitement, ne laissant aucun espace pour que l'eau ou les racines puissent circuler. La solution est donc également mécanique. Le briser, ajouter du sable, forcer l'espace à exister. C'est la logique derrière les motoculteurs, les fourches de jardin, les amendements au gypse et toute la catégorie de produits vendus sous des appellations telles que conditionneur de sol et brise-argile. C'est une histoire de physique, et elle est incomplète d'une manière qui a coûté aux jardiniers d'énormes quantités de temps, d'argent et de frustration. Car le problème plus profond de l'argile compactée n'est pas physique, il est biologique. Lorsque le sol se compacte, que ce soit à cause du piétinement, de l'impact de fortes pluies, de labours répétés ou simplement d'années de négligence, la première chose qui change n'est pas la texture, c'est la teneur en oxygène. Le sol compacté perd sa porosité, et c'est dans ses pores que réside l'air. Lorsque les niveaux d'oxygène chutent en dessous d'environ 10% dans l'atmosphère du sol, quelque chose bascule dans la communauté microbienne souterraine. Les bactéries aérobies, les organismes responsables de la décomposition de la matière organique, de la fixation de l'azote et de la construction de la structure friable et fertile qui caractérise un sol sain, commencent à mourir ou à entrer en dormance. Elles sont remplacées par des bactéries anaérobies, des organismes qui prospèrent sans oxygène et produisent comme sous-produit métabolique
une série de composés toxiques pour les racines des plantes, du sulfure d'hydrogène, du méthane, divers acides organiques qui abaissent le pH du sol et brûlent chimiquement les tissus tendres des racines. Ce n'est pas un processus lent. Les recherches du programme d'écologie des sols de l'Université de Californie à Davis ont montré que l'épuisement de l'oxygène dans un sol compacté peut faire passer la population microbienne dominante d'aérobie à anaérobie en seulement 48 heures, après une forte saturation. Ce qui ressemble à un problème de drainage en surface est, à 15 cm sous terre, une catastrophe biologique qui se déroule en temps réel. Et puis, les vers de terre s'en vont. Les vers de terre ne sont pas simplement des visiteurs bénéfiques pour un sol sain. Ils comptent parmi ses principaux architectes. Un seul ver de terre traversant le sol laisse derrière lui une galerie tapissée de mucus et de turicules qui agit comme un canal de drainage permanent, un site d'inoculation pour les champignons bénéfiques et une voie pour la pénétration des racines. Des études menées par Rothamsted Research au Royaume-Uni, l'une des plus anciennes stations de recherche agricole au monde, ont documenté que les sols abritant des populations actives de vers de terre ont des taux d'infiltration jusqu'à 10 fois supérieurs à ceux des sols qui en sont dépourvus, ce qui signifie qu'ils absorbent l'eau 10 fois plus vite, conservent leur structure 10 fois mieux et soutiennent des systèmes racinaires qui sont mesurablement plus profonds et plus productifs. Lorsque des conditions anaérobies se développent, les vers de terre ne s'adaptent pas. Ils partent ou ils meurent. Et lorsqu'ils partent, ils emportent avec eux toute l'infrastructure qu'ils étaient en train de construire. Ce qui reste est un système fermé. Aucun oxygène n'y pénètre. Aucun ver de terre n'y travaille. Des bactéries anaérobies y produisent des toxines. Les racines sont confinées aux 5 à 8 premiers centimètres du sol, où les traces d'oxygène de l'atmosphère parviennent à peine. Les plantes survivent, mais ne prospèrent jamais, toujours à une semaine sèche du stress, luttant en permanence contre une terre qui s'est chimiquement et biologiquement retournée contre elle. Vous pouvez verser de l'eau sur ce sol et la regarder former des flaques et ruisseler parce que le compactage a détruit les canaux verticaux qui la transporteraient vers le bas. Vous pouvez ajouter du compost sur le dessus et le regarder stagner, car sans activité biologique en dessous, il n'y a rien pour l'incorporer. La surface ressemble à un jardin. 15 cm plus bas, c'est une zone morte. C'est ce sol que les sacs de gypse à 80 $ sont censés réparer. Et voici la limite honnête que vous devez connaître avant d'aller plus loin. Les amendements chimiques, comme le gypse, fonctionnent lentement, partiellement et uniquement en surface. Appliqué correctement sur plusieurs saisons, le gypse peut améliorer la flocculation des particules d'argile, ce qui signifie qu'il les encourage à s'agglutiner en agrégats plus gros avec plus d'espace poreux entre eux. Mais il ne peut pas restaurer la communauté biologique. Il ne peut pas faire revenir les vers de terre. Il ne peut pas rétablir les réseaux fongiques ou les colonies de bactéries aérobies, qui rendent le sol véritablement vivant plutôt que simplement moins compacté. Il traite le symptôme et laisse la maladie intacte. Pour réparer ce qui est réellement cassé, vous n'avez besoin d'aucun sac de quoi que ce soit. Vous avez besoin d'une porte. Le génie des cheminées de paille verticale n'est pas qu'elles brisent l'argile, c'est qu'elles font quelque chose de bien plus élégant. Elles créent les conditions dans lesquelles le sol se brise de lui-même. Lorsque vous enfoncez une barre d'acier ou un pieu taillé à 30 cm dans l'argile compactée et que vous remplissez ce canal de paille sèche, vous venez de faire quelque chose qu'aucun motoculteur, aucune fourche de jardin et aucun amendement chimique ne peut reproduire. Vous avez ouvert une ligne de communication directe entre le monde de la surface et la zone morte en dessous. L'oxygène descend. L'eau de pluie suit le canal au lieu de ruisseler à la surface. Et pour la première fois depuis peut-être des années, le sol en profondeur n'est plus isolé de l'atmosphère. L'effet immédiat est chimique. Dans les 72 premières heures suivant l'installation, la concentration d'oxygène dans le sol
entourant chaque colonne de paille commence à augmenter. L'activité des bactéries anaérobies commence à être réprimée. Les sous-produits toxiques, le sulfure d'hydrogène, les acides organiques, commencent à se dissiper à mesure que la chimie du sol environnant bascule lentement vers des conditions aérobies. Ce n'est ni spectaculaire ni visible depuis la surface. Mais à 15 cm sous terre, tout le calcul biologique est en train de changer. Au cours des 2 premières semaines, la paille elle-même commence à attirer l'attention des microbes. La paille sèche est riche en carbone. Elle présente un rapport carbone-azote d'environ 60 à 80 pour 1, ce qui en fait une source de nourriture extraordinairement précieuse pour les champignons et les bactéries, qui commencent maintenant à recoloniser la zone oxygénée autour de chaque colonne. Les ifs fongiques, ces filaments blancs en forme de fil que vous voyez parfois lorsque vous retournez un compost riche, commencent à se faufiler vers l'extérieur depuis la paille, jusque dans l'argile environnante. Ces ifs ne se contentent pas de se nourrir de la paille. Ils pénètrent physiquement les agrégats d'argile, sécrétant des enzymes qui brisent les liaisons chimiques entre les particules d'argile et libérant une glycoprotéine appelée glomaline qui agit comme une colle naturelle pour le sol, liant les particules en agrégats stables avec un véritable espace poreux entre eux. Une seule colonne de paille, entourée d'un réseau en expansion d'ifs fongiques, commence à restructurer l'argile dans un rayon autour d'elle qu'aucun outil mécanique ne pourrait atteindre sans détruire la structure même qu'il essaie de construire. Et puis, entre 3 et 6 semaines plus tard, les vers de terre arrivent. Ils suivent le gradient d'oxygène. Ils suivent l'activité fongique. Ils trouvent un canal vertical déjà préformé, déjà tapissé de matière organique partiellement décomposée, déjà inoculé avec la communauté microbienne dont ils dépendent, et ils s'y installent. Un seul ver de terre descendant le long d'une colonne de paille peut prolonger ce canal de 20 à 40 cm en dessous de l'endroit où votre pieu s'est arrêté, enduisant les parois de turricules qui stabilisent le tunnel de façon permanente et ensemençant le sol profond avec une biologie aérobie pour la première fois depuis des années. Là où vous avez fait un trou, le ver de terre en fait 10. Là où vous avez atteint 30 cm, le ver de terre en atteint 60. Vous n'avez pas réparé le sol. Vous avez donné au sol les outils pour se réparer lui-même, puis vous vous êtes effacé. C'est la différence fondamentale entre les cheminées de paille verticales et le travail mécanique du sol. Et il vaut la peine de s'y attarder, car c'est le moment qui devrait véritablement changer votre façon de concevoir votre jardin. Lorsqu'un motoculteur passe à travers l'argile compactée, il fracture le sol mécaniquement. Il crée un espace poreux temporaire. Mais il détruit également les réseaux fongiques qui commençaient à se former, sectionne les tunnels de vers de terre qui existaient et expose les agrégats brisés à la surface où ils vont, sans exception, se recompacter sous la prochaine pluie, souvent plus durement qu'avant. Le labour est un cycle de dépendance. Il vous oblige à revenir, saison après saison, avec la même machine, en payant les mêmes frais de location, car il traite le symptôme tout en empêchant activement la guérison. L'industrie de la mécanisation agricole de 170 milliards de dollars ne vous vend pas un motoculteur une seule fois. Elle vous vend le besoin d'un motoculteur pour toujours. C'est ici que vous devez entendre quelque chose d'honnête. Les cheminées de paille verticale ne sont pas un miracle, et elles ne sont pas instantanées. Dans un sol qui a été chimiquement endommagé par des résidus d'herbicides ou une contamination par des métaux lourds, la récupération biologique dont dépend cette technique peut être sévèrement limitée. Dans un sol qui a été compacté par des équipements de construction ou des écoulements de béton, la structure même de l'argile peut être trop perturbée pour que la colonisation fongique puisse s'implanter rapidement. Cette méthode fonctionne mieux dans un sol qui est biologiquement réprimé plutôt que chimiquement empoisonné. Une terre qui garde encore la mémoire de la vie, même si cette vie est devenue silencieuse.
Si votre sol a une forte odeur de soufre, ou présente une coloration grise ou bleu-gris persistante en profondeur, vous devrez peut-être traiter la contamination avant que cette technique ne puisse faire son œuvre. Mais pour la grande majorité des jardiniers confrontés à une argile compactée ordinaire, celle qui accompagnait une nouvelle maison ou qui s'est développée au fil des années de piétinement et d'arrosages abondants, cette technique n'est pas un supplément à votre stratégie de réhabilitation du sol. C'est la stratégie. Et la personne qui a compris cela le plus clairement n'était pas un spécialiste des sols. C'était un agriculteur, avec un bâton et plus rien à perdre. Cet agriculteur a compris quelque chose, qu'une industrie de 170 milliards de dollars a passé des décennies à essayer de vous faire oublier. Que la force la plus puissante de votre jardin n'est pas le produit que vous achetez. C'est l'intelligence biologique qui vit déjà dans votre sol, attendant qu'une porte s'ouvre. Vous êtes sur le point de construire cette porte, et cela vous coûtera 3 dollars. Parlons de qui profite du fait que vous ignorez ce que vous venez d'apprendre. En 2023, le marché mondial de la mécanisation agricole était évalué à 172 milliards de dollars. Ce chiffre devrait atteindre 247 milliards de dollars d'ici 2031. Les produits d'amendement du sol, les sacs de gypse, les brises argiles, les conditionneurs, les ajusteurs de pH qui garnissent les rayons de chaque jardinerie, représentent un marché distinct évalué à plus de 4 milliards de dollars par an et qui croît d'environ 6% par an. Ce ne sont pas de petits chiffres. C'est l'architecture financière d'une industrie dont la croissance continue dépend, structurellement et mathématiquement, du fait que vous croyez que votre problème de sol nécessite une solution achetée. Pour être précis sur ce que cela signifie en termes pratiques, le propriétaire moyen confronté à un sol argileux compacté dépensera entre 150 et 400 dollars sur 2 à 3 saisons pour essayer de le réparer par des méthodes de vente au détail conventionnelles. Des sacs de conditionneurs, la location d'un motoculteur à 65 ou 85 dollars par jour, peut-être un mètre cube de terre végétale importé à 45 ou 90 dollars livré. En face, les cheminées de paille verticale coûtent entre 2 et 5 dollars en paille, en supposant que vous ne puissiez pas vous en procurer gratuitement dans une ferme ou une écurie voisine, et ne nécessitent aucun équipement au-delà de quelque chose de long et pointu que la plupart des foyers possèdent déjà. L'écart de performance entre ces deux approches, basées sur les taux d'infiltration du sol, le retour des vers de terre et la profondeur mesurable des racines à 90 jours, ne favorise pas l'option coûteuse. Il n'y a même pas photo. Alors pourquoi personne n'en parle? Pourquoi le système de vulgarisation agricole, les médias de jardinage, l'algorithme de YouTube, le personnel des quincailleries, l'industrie de l'aménagement paysager, pourquoi aucun d'entre eux ne vous oriente-t-il vers un bâton taillé et une poignée de paille? La réponse n'est pas une conspiration au sens dramatique du terme. Il n'y a pas de pièce unique où des dirigeants ont décidé de supprimer ce savoir. La suppression est structurelle. Elle est intégrée dans les systèmes d'incitation de chaque institution qui touche à l'enseignement agricole. Les programmes universitaires de sciences des sols reçoivent des financements de l'agro-industrie. Les services de vulgarisation agricole ont été largement reconstruits à l'époque de la Révolution verte autour d'un modèle de mécanisation et d'intrants chimiques qui n'a pas été fondamentalement mis à jour depuis 50 ans. Les médias de jardinage, magazines, sites web, chaînes YouTube sont monétisés par la publicité pour des produits. Une technique qui ne nécessite aucun produit ne génère aucun revenu publicitaire, aucune commission d'affiliation, aucune opportunité de contenu sponsorisé. Le silence autour des cheminées de paille verticale n'est pas le résultat d'une malveillance. C'est le résultat d'un système dans lequel la vérité sur une solution à 3 dollars n'est tout simplement pas assez rentable pour être répétée. Et cette industrie de 172 milliards de dollars ne conserve pas cette taille par hasard. Elle conserve cette taille parce que chaque saison, une nouvelle génération de jardiniers
découvre sa première plate-bande d'argile compactée, entre dans une jardinerie et se voit remettre un sac de quelque chose. On ne leur ment pas ouvertement, on ne leur montre simplement jamais la porte qui ne coûte rien. Vous l'avez maintenant vu, et le fait que vous regardiez encore ceci signifie que vous comprenez déjà que ce que vous ferez de cette information n'est pas seulement une décision de jardinage. C'est une déclaration sur les connaissances auxquelles vous accordez votre confiance. Maintenant, nous construisons la porte, et l'ensemble du processus, du début à la fin, vous coûtera moins cher qu'une tasse de café. La liste des matériaux est d'une simplicité presque embarrassante. Vous avez besoin de quelque chose de long, droit et suffisamment solide pour pénétrer l'argile compactée sans se plier. Une barre à mine en acier fonctionne le mieux, mais un pieu en bois dur taillé en pointe d'au moins 35 cm de long fera tout aussi bien l'affaire. Vous avez besoin de paille sèche ou d'herbe sèche, paille de riz, paille de blé, paille d'orge ou toute herbe sèche grossière que vous pouvez ramasser aux abords de votre propriété. Évitez le foin, qui contient des graines qui germeront dans vos canaux de terre et créeront plus de problèmes qu'elles n'en résoudront. Évitez les matières vertes fraîches, qui s'agglutineront et se compacteront à l'intérieur du trou, au lieu de maintenir la structure en colonne ouverte dont vous avez besoin. L'objectif est d'obtenir une matière sèche, grossière et riche en carbone. Une botte de paille standard dans un magasin de fournitures agricoles coûte entre 4 et 8 dollars et contient suffisamment de matière pour traiter 15 à 20 mètres carrés de plate-bande. Si vous vivez près d'une écurie, d'une rizière ou d'un champ de blé, vous pourrez probablement vous en procurer gratuitement. C'est toute votre liste de fournitures. Tout le reste n'est que main-d'œuvre, et cette main-d'œuvre est plus légère que vous ne le pensez. Commencez par marquer votre quadrillage. À la surface de votre plate-bande compactée, vous devez espacer vos colonnes de paille d'environ 20 à 25 cm dans toutes les directions, suffisamment près pour que les réseaux fongiques s'étendant vers l'extérieur à partir de chaque colonne finissent par se rencontrer et fusionner, créant ainsi une toile souterraine continue plutôt que des poches de récupération isolées. Pour une plate-bande standard d'1 mètre sur 2, cela signifie que vous ferez entre 30 et 40 trous. L'installation complète pour cette plate-bande vous prendra moins de 45 minutes. Enfoncez votre barre à mine ou votre pieu bien droit dans le sol avec une pression ferme et verticale. Ne l'inclinez pas. Ne le remuez pas d'un côté à l'autre pour élargir le trou. Cela compacte les parois du canal au lieu de les ouvrir, ce qui va totalement à l'encontre du but recherché. Poussez tout droit vers le bas jusqu'à une profondeur de 28 à 32 cm, puis tirez tout droit vers le haut. Ce qu'il vous reste, c'est un canal vertical net dont les parois ont été repoussées vers l'extérieur plutôt que fracturées, créant une zone de micro-fractures autour du trou qui servira de front de colonisation initiale pour les ifs fongiques. Prenez maintenant une pincée de paille sèche, d'environ le diamètre de votre pouce, et introduisez-la dans le trou. Tassez-la assez fermement pour qu'elle tienne en place, mais pas au point de sceller le canal. Vous voulez que la paille remplisse le trou tout en laissant des voies d'air microscopiques sur toute sa longueur. Si vous l'avez enfoncé correctement, le sommet de la colonne de paille doit affleurer ou se situer juste un peu en dessous de la surface du sol. C'est important, car une colonne de paille qui dépasse de la surface aspirera l'humidité hors du trou au lieu de la diriger vers le bas, et elle sera également déplacée par les passages ou l'arrosage. Passez à la marque suivante sur votre quadrillage et répétez l'opération. Le rythme de travail est presque méditatif une fois que vous l'avez trouvé. Enfoncez, tirez, tassez, avancez. Enfoncez, tirez, tassez, avancez. Sur une plate-bande d'1 mètre sur 2, vous terminerez l'installation en une seule séance sans vraiment transpirer. Une fois toutes les colonnes en place, arrosez toute la plate-bande lentement et en profondeur. Ce premier arrosage a deux objectifs. Il fixe les colonnes de paille dans leur position finale et amorce la migration initiale de l'humidité vers le bas
à travers chaque canal. C'est la première fois, peut-être depuis des années, que l'eau se déplace verticalement à travers ce sol au lieu de s'accumuler à la surface et de s'évaporer. N'inondez pas la plate-bande. Une application lente et régulière pendant 5 à 8 minutes avec un jet doux est suffisante. Vous ne cherchez pas à saturer le sol. Vous introduisez le système à sa première conversation entre la surface et les profondeurs. Pendant les 2 premières semaines, arrosez sur vos colonnes de paille plutôt qu'entre elles chaque fois que possible. Cela dirige l'humidité de manière constante dans les canaux pendant la phase initiale critique où la colonisation microbienne commence autour de chaque colonne. S'il pleut abondamment, ne faites rien. Les canaux feront leur travail automatiquement, dirigeant l'eau vers le bas précisément quand et où elle est le plus nécessaire. Cette capacité d'autodirection est l'un des aspects les plus sous-estimés du système. Contrairement aux amendements de surface qui sont emportés par l'eau ou s'évaporent, les cheminées de paille verticales interceptent l'eau au moment où elle arrive et l'acheminent à la profondeur où les racines en ont réellement besoin. Au cours de la première semaine, si vous vous accroupissez et regardez attentivement la surface autour de vos colonnes de paille après une pluie légère, vous remarquerez probablement quelque chose de petit, mais de significatif. Le sol entourant immédiatement chaque colonne absorbera l'humidité visiblement plus vite que le sol entre les colonnes. La surface sera plus sombre, plus humide et légèrement plus souple dans ces zones. Ce n'est pas votre imagination. C'est la première preuve mesurable que votre système souterrain fonctionne déjà, que les canaux sont ouverts, que l'eau circule et que, quelque part sous la surface, la machinerie biologique qui dormait dans votre sol commence, très doucement, à se réveiller. La première erreur que font la plupart des gens après avoir installé des cheminées de paille verticale est exactement la même que celle qu'ils faisaient avant. Ils s'attendent à ce que le sol change de la même manière qu'un produit le modifie, de façon rapide, visible et rassurante. Ils vérifient le sol au bout d'une semaine, le trouvent encore ferme entre les colonnes et en concluent qu'il ne se passe rien. C'est une mauvaise façon d'interpréter le système, car presque tout ce qui compte au cours des 60 premiers jours se passe là où vous ne pouvez pas le voir, à une échelle qui se mesure en millimètres et en générations microbiennes. Et la surface sera le dernier endroit à montrer ce que le sous-sol a déjà accompli. Voici comment lire correctement la chronologie. À la fin de la 2e semaine, le sol, situé à environ 3 à 5 cm de chaque colonne de paille, aura commencé à modifier sa rétention d'humidité. Si vous enfoncez un doigt dans le sol à côté d'une colonne après une journée sèche, il vous semblera légèrement plus frais et un peu plus souple que le sol à la même profondeur à mi-chemin entre les colonnes. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est réel, et c'est la première preuve physique que les gradients d'oxygène et d'humidité autour de chaque colonne sont déjà en train de restructurer l'environnement immédiat. À la fin de la 4e semaine, vous commencerez peut-être à voir les premiers signes de surface d'une activité fongique, une légère décoloration blanche ou jaune pâle tout en haut de certaines colonnes de paille, là où elles rencontrent la surface du sol. C'est du mycélium. Ce n'est pas de la moisissure au sens nocif du terme. C'est le front d'avancée du réseau fongique qui se faufile vers l'extérieur à travers votre argile, à raison d'environ 1 cm par jour, sécrétant de la glomaline, liant les agrégats et ouvrant la structure des pores dans un rayon dont la taille double chaque semaine. Ne le dérangez pas. N'ajoutez pas de fongicides. N'arrosez pas directement dessus à haute pression. Il accomplit le travail le plus important de tout votre jardin en ce moment, et cela ne coûte rien et ne nécessite rien de votre part, si ce n'est de le laisser tranquille. À la fin de la 6e semaine, dans un sol qui a été biologiquement réprimé plutôt que chimiquement endommagé, vous trouverez presque certainement des vers de terre. Pas à la surface, à l'intérieur du sol, concentrés autour des colonnes de paille. Si vous extrayez soigneusement une colonne à ce stade, en retirant la paille partiellement décomposée intacte,
Vous trouverez probablement des turicules de verre, de terre, recouvrant le tiers inférieur du canal, et des preuves de creusement de galeries latérales s'étendant vers l'extérieur à partir de la base. Les vers de terre ne viennent pas juste d'arriver. Ils ont déjà commencé à étendre le système au-delà de ce que vous avez construit, forant vers le bas et vers l'extérieur, transportant la biologie aérobie plus profondément dans le profil argileux que votre barre amine n'a jamais atteint. À 60 jours, faites un simple test d'infiltration. Dégagez une petite zone entre deux colonnes de paille et versez 500 ml d'eau, environ une bouteille d'eau standard, à la surface. Dans l'argile compactée avec laquelle vous avez commencé, cette eau aurait stagné pendant 30 à 90 secondes avant de commencer à être absorbée, et une part importante aurait entièrement ruisselé. Dans un sol restauré à 60 jours, ces mêmes 500 ml devraient disparaître dans le sol en moins de 10 secondes. Ce chiffre, la différence entre 60 secondes et 10 secondes, représente un changement du taux d'infiltration qu'aucun sac d'amendement de sol, appliqué une seule fois, n'a jamais fourni de manière constante. Il y a 3 erreurs qui ralentiront ou bloqueront vos résultats, et il est utile de les connaître toutes les 3 avant de les commettre. La première consiste à utiliser de la paille trop fine ou trop décomposée au moment de l'installation. La paille partiellement pourrie s'effondre sous la pression de l'argile environnante en quelques jours, scellant le canal avant que la colonisation fongique n'ait eu le temps de le stabiliser. Vous avez besoin d'un matériau suffisamment grossier pour conserver sa structure pendant au moins 3 à 4 semaines, le temps nécessaire pour que l'infrastructure biologique prenne le relais du rôle structurel que la paille joue temporairement. La deuxième erreur est d'installer les colonnes trop loin les unes des autres. À des espacements supérieurs à 30 cm, les réseaux fongiques s'étendant à partir de colonnes adjacentes risquent de ne pas se rencontrer au cours de la première saison, laissant entre elles des zones mortes, où l'argile reste anaérobie et où la récupération s'arrête. Plus c'est serré, mieux c'est. Si vous travaillez avec un compactage particulièrement sévère, réduisez votre espacement à 15 cm et acceptez que l'installation prenne plus de temps. L'investissement en temps en vaut la peine. La troisième erreur, et la plus courante, est de labourer entre vos colonnes en cours de saison parce que la surface semble toujours dure et que vous perdez patience. C'est la seule action qui annulera tout. Labourer à la 4e semaine sectionne les réseaux fongiques au moment précis où ils approchent de leur taux d'expansion maximal. Cela effondre les galeries de vers de terre qui viennent d'être établies. Cela réintroduit le cycle de compactage de surface que les colonnes étaient censées contourner. Si la surface de votre plate-bande semble inchangée à la 4e semaine, ce n'est pas un signe que le système a échoué. C'est le signe que le système fait son travail le plus important sous terre, exactement comme prévu, et la surface rattrapera son retard lorsque la biologie en dessous sera prête à la soutenir. Ce que vous construisez avec les cheminées de paille verticale n'est pas une plate-bande traitée. C'est un écosystème en cours de récupération. Et les écosystèmes ne se rétablissent pas selon un calendrier qui s'adapte à l'impatience humaine. Ils se rétablissent selon le calendrier des champignons, des vers de terre et des bactéries aérobies qui se trouvent dans l'obscurité. Ce qui, en fin de compte, prend presque exactement 60 jours. Il y a un agriculteur au Burkina Faso, nommé Yacouba Sawadogo, qui, dans les années 1980, a regardé le Sahel se transformer lentement en poussière autour de lui, pendant que les organisations d'aide internationale arrivaient avec des sacs d'engrais, et que les programmes gouvernementaux promouvaient le labour mécanisé comme voie vers la sécurité alimentaire. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. Au lieu de cela, il est revenu à une technique appelée zaï, une pratique ancienne consistant à creuser de petits trous de plantation et à les remplir de matière organique pour concentrer l'humidité et la biologie exactement là où les graines en avaient le plus besoin. Il a ajouté sa propre modification. Il a creusé ces trous plus profondément que ne le dictait la tradition,
et il les a remplis de matière organique sèche pour créer des canaux verticaux dans la couche dure en dessous. En une décennie, Yacouba avait transformé 12 hectares de désert classés, des terres que les enquêtes gouvernementales officielles avaient considérées comme définitivement irrécupérables, en un jardin forestier florissant, produisant de la nourriture, abritant la faune et rechargeant la nappe phréatique locale. Il n'avait pas de subventions, il n'avait pas de machines, il n'avait pas une industrie de 172 milliards de dollars derrière lui. Il avait un outil manuel, de la matière organique sèche et un savoir que les institutions autour de lui avaient décidé qu'il ne valait plus la peine de préserver. En 2006, il a remporté le Right Livelihood Award, parfois appelé le prix Nobel alternatif, pour avoir démontré que les terres dégradées pouvaient être restaurées grâce aux connaissances écologiques traditionnelles à un coût que n'importe quel agriculteur sur Terre pouvait se permettre. Les organisations qui vendaient des engrais à ses voisins depuis 20 ans n'ont pas publié de communiqué de presse. Cette histoire n'est pas une métaphore. C'est un point de données. C'est la preuve que l'écart entre ce que l'industrie agricole vous dit être nécessaire et ce qui est réellement nécessaire n'est pas un écart de quelques points de pourcentage. C'est, dans certains cas, la différence entre un désert mort et une forêt vivante. Et la technique au centre de cette histoire, enfoncer de la matière organique verticalement dans un sol compacté pour restaurer l'infrastructure biologique en dessous, est le même principe que vous venez de passer la dernière heure à apprendre à appliquer dans votre propre jardin. Vous n'êtes pas Yacouba Sawadogo. Votre plate-bande n'est pas le Sahel. Mais le principe ne change pas avec l'échelle. Un sol compacté, anaérobie et biologiquement réprimé, réagit à la même intervention, qu'il couvre 12 hectares en Afrique de l'Ouest ou 12 mètres carrés derrière votre maison. L'oxygène atteint la zone morte. L'eau suit. Les champignons colonisent. Les vers de terre arrivent. Le sol se souvient de la façon d'être vivant. Les connaissances que vous possédez maintenant ne vous ont rien coûté à acquérir et ne vous coûteront presque rien à appliquer. Ce n'est pas un accident de cette technique particulière, c'est un modèle. Les méthodes les plus durables, efficaces et écologiquement saines en agriculture ont presque toujours été celles qui nécessitent le moins d'achats. Elles ont survécu pendant des milliers d'années, précisément, parce qu'elles étaient accessibles aux personnes qui n'avaient rien. Elles ont été repoussées à la marge, précisément parce qu'elles n'étaient pas rentables à vendre. Et elles sont aujourd'hui récupérées, lentement et imparfaitement, par des personnes qui ont décidé que les produits qu'on leur avait vendus ne correspondaient pas aux résultats qu'elles obtenaient. Si vous partagez cette vidéo, vous ne rendez pas service à cette chaîne. Vous rendez service au prochain jardinier, celui qui se trouve en ce moment même dans une jardinerie, tenant un sac d'amendement pour argile à 80 $, sur le point de dépenser de l'argent pour un problème qu'une poignée de paille pourrait résoudre. Chaque personne qui voit ceci avant de faire cet achat est une personne de moins qui passe une saison frustrée et convaincue qu'elle n'est tout simplement pas douée pour faire pousser des choses. Vous êtes doué pour faire pousser des choses. Il vous manquait juste des informations que quelqu'un a jugées pas assez rentables pour vous les donner. Abonnez-vous si vous pensez que l'information devrait appartenir aux personnes qui en ont besoin, et non à l'industrie qui profite du fait qu'elles ne l'ont pas. Ce n'est pas une petite idée. Dans un monde où les connaissances agricoles sont de plus en plus verrouillées derrière des murs payants, des produits de marque et des systèmes de semences exclusifs, choisir de partager librement est une forme de résistance qui ne coûte rien et se multiplie avec chaque personne qu'elle atteint. La semaine prochaine, nous retournons sous terre. Mais cette fois, nous nous pencherons sur une pratique de la Corée ancienne qui utilise un seul liquide fermenté, brassé à la maison pour moins de 4 $, pour inoculer à votre sol une diversité biologique que les probiotiques commerciaux facturent 60 $ la bouteille pour s'en approcher. L'industrie affirme qu'il est impossible de le reproduire à la maison. La science dit le contraire.
Nous vous montrerons exactement pourquoi.